Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mercredi 31 mars 2021. Dans une lettre ouverte au ministre de la Justice, lettre datée du 30 mars 2021, l'ancien directeur général de la CRTV, la Cameroun Radio Television, Amadou Vamoulke, accusé de détournement de fonds publics et détenu depuis le 29 juillet 2016. Son jugement lance un cri de désespoir du fond de sa cellule. Il interpelle le garde des Sceaux sur la propagation du coronavirus en prison et surtout dénonce l'injustice dont il est victime. Il rappelle qu'il est emprisonné depuis 5 ans et que son procès a déjà fait l'objet de 65 renvois, un record mondial. Amadou Vamoulke, qui dit faire face à une parodie de justice, n'a pas peur de subir les représailles que lui vaudrait cette lettre ouverte au garde des Sceaux, d'autant plus que, rappelle-t-il, le groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies s'est prononcé il y a 1 an sur sa libération immédiate. Au sujet de la propagation du coronavirus en prison, cette sortie de l'ancien directeur général de la CRTV semble répondre à une déclaration du ministre de la Justice à propos de la situation sanitaire dans les pénitentiaires du Cameroun. Il y a quelques jours, il indiquait, je cite, « Nous faisons du mieux que nous pouvons pour que les gestes barrières soient respectés, évidemment à l'exception de la distanciation physique qui est difficile dans un cas de surpopulation carcérale. » Fin de citation. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir avec JBB, Julien Berthe-Bissaye. Juste derrière ce journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Le cri de désespoir d'Amadou Vamoulke du fond de sa cellule, la justice en accusation. Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir. Ce soir, nous avons convié Maître Augustin Gueffac. Bonsoir. Duval Fangwa, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour la première fois sur votre plateau. Un bonsoir particulier dans la douleur à mon ami Milia qui a perdu son époux à Paris, à Barézy qui vient de perdre son épouse à Douala, et à mon chef supérieur Fongo Tongo qui vient de perdre la première reine, son épouse. Condoléances à tous. Courage à vous, Maître Augustin Gueffac. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci. Florent Coutou, bonsoir. Bonsoir Duval et merci pour cette première invitation. C'est un honneur de visiter cette très belle et mythique maison de médias. Je voudrais, avec votre permission, saluer mon président, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, même si c'est après quelques jours. Je voudrais par la suite saluer ici une personne qui m'est particulièrement chère et qui nous suit, qui est une grande fan d'Equinox Soir, Kuni Yasmine. Merci. Merci Florent d'être venu. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, mais vous êtes également militant politique. Vous avez parlé de votre président tout à l'heure. Je suppose que vous faites allusion à l'honorable Cabral Libi, le président national du PCRN. Tout à fait. Guy Fonda, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité qui contribue à remonter la masse critique des citoyens. Je voudrais, en termes de cette émission, vu qu'on sera très focus sur l'extrême nord, avoir une pensée pour quelques élus de l'extrême nord qui, en mon sens, font tout pour que la qualité des vies des populations soit améliorée de ce côté-là. Donc j'ai une pensée pour l'honorable Mariam, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, a brillamment interpellé le ministre des Relations extérieures quant à l'image du Cameroun à l'étranger. Je voudrais avoir une pensée pour le maire de Gouffé et à l'extrême nord qui également attend tous cette émission. Et au finish, je voudrais avoir une pensée pour l'honorable Salmana Amadou, qui est pour beaucoup la révélation politique du scrutin de 2018, parce que c'est un député du FSNC qui a reçu brillamment à battre le RDPC et qui a été tout récemment encore élu vice-président de la commission des finances à la session parlementaire qui est encore en cours en ce moment. Donc ils sont tous de l'extrême nord et ils attendent tout simplement cette émission. Et je comprends leur peine, je comprends
leur chagrin quant à ce qui arrive à Amadou Vamouké et que l'extrême nord se sentent concernés et qu'ils, par cette émission, comprennent que nous allons exprimer à notre manière notre solidarité et notre compassion quant à ce qu'ils pensent et ce qu'ils estiment pouvoir ressentir par rapport à cette traversée du désert que vit Amadou Vamouké. Guillaume Fongan, vous êtes journaliste et vous êtes directeur de publication du journal Politics. Albert Anatole ici, bonsoir. Bonsoir Duval, je salue mes co-consultants, mes co-panélistes, je salue, n'est-ce pas, les téléspectateurs de Equinox Télévision, je salue tous ceux-là qui regardent, n'est-ce pas, sur le continent africain, particulièrement du côté de la Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi. Je salue également tous ceux-là qui regardent en dehors des frontières africaines. Comme j'en ai l'habitude, je voudrais aujourd'hui décrier une situation qui prévaut du côté du département de l'Océan, précisément du côté de l'arrondissement de Fifinda, où vous avez un expatrié qui ne se cache pas d'être raciste et de pratiques racistes, qui se balade dans les forêts, n'est-ce pas, communautaires, n'est-ce pas, des villageois de ce côté-là, maintenant, et qui fait l'objet des dénonciations et de la protection, qui fait l'objet de la dénonciation des populations quant à sa présence, n'est-ce pas, j'allais dire inexpliqué de ce côté-là. C'est un Belge et qui a réussi l'exploit de faire enfermer, je dis envoyer en garde à vue, n'est-ce pas, une partie des populations qui se sont offusquées de le voir se balader dans leur forêt sans savoir pourquoi. Donc ici, je pense que le préfet... La population a été enfermée en Belgique. Et je crois que c'est à Fifinda, je parle de Fifinda, parce qu'il a été interpellé par les éléments de, n'est-ce pas, du pôle de sécurité publique de Fifinda, à l'instigation justement d'un responsable de police de ce côté-là, en dépit, n'est-ce pas, des injonctions du préfet du département de l'Océan de libérer, n'est-ce pas, ces citoyens-là. Eh bien, le sous-préfet et ses responsables de police ne veulent rien comprendre du tout. Donc, je pense qu'il est important que la haute hiérarchie, n'est-ce pas, de la police soit au courant de cette information. En tout cas, c'est une actualité que nous allons recouper et suivre attentivement. Merci Albert Anatole ici d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau d'Equinox ce soir. Guillaume Fongan, je voudrais commencer avec vous. Vous avez parcouru cette lettre de Amadou Vamouké adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme journaliste, qu'est-ce qui retient votre attention au-delà de la forme? Je pense que moi j'ai été, si vous faites une analyse de contenu, du récit médiatique qui a été fait de toute cette affaire, moi j'aurais pas mis l'affaire du Covid en avant. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer un grand dossier dessus. Moi, j'ai reformulé ça. Moi, ce qui me retient dans l'interpellation de son courrier, c'est qu'il dit qu'il est victime d'une procédure qui est incompréhensible. Il a fait passer 5 ans en prison. Et le procès a été renvoyé 64 fois. 64 fois de renvoi. Et c'est qui, moi, à mon sens, pour moi, c'est ça l'information, en fait. Je veux dire que, et c'est ça que moi, j'aurais mis en avant. C'est ce que je mettrai en avant dans le traitement de cette affaire. Pour dire qu'en fait, l'évocation du Covid qui sévit au sein de l'univers carcéral est un prétexte en fait saisi par Amadou Vamouké, que je sais très intelligent, brillant journaliste par ailleurs, qu'il a apporté pour rappeler l'incongruité et l'incohérence de son incarcération. Parce que depuis 5 ans, on a un avocat sur le plateau, depuis 5 ans qu'il est incarcéré, on a du mal à expliquer ou à justifier les raisons les mobiles de son incarcération. Pourquoi est-ce qu'on le retient là-bas depuis 5 ans? Et le procès a été renvoyé 64 fois. Je pense que c'est un véritable cas d'école. Vous vous rappelez encore de l'affaire Marafat, qui avait été condamné pour complicité intellectuelle, qui jusqu'ici, dans l'histoire du droit, est une invention camerounaise dans le cas des infractions. Je crois que je ne me souviens pas avoir entendu ce type d'infraction ailleurs, complicité intellectuelle. Donc si en 5 ans, on a du mal à trouver une infraction qui peut justifier la condamnation de 5 ans, ou alors sa détention depuis 5 ans, ça veut dire que c'est le vrai problème qu'il faut mettre en avant. Et tout à l'heure, j'ai été heureux, entre guillemets, de savoir que le tableau apocalyptique par lequel Maître a commencé son propos, qui ne nous a pas dit qu'aucun de ces morts n'est mort de Covid, parce que depuis 2020, on a l'impression que tous ceux qui meurent de Covid.
Mais je voudrais comme par hasard. je veux quand même rappeler, Guillaume Fongan, que on ne peut pas ne pas évoquer ce prétexte, si vous l'appelez prétexte, de la situation sanitaire en prison, puisque c'est par cela qu'Amadou Wamouké ouvre cette correspondance, cette lettre ouverte au ministre de la Justice, garde des Sceaux, lorsqu'il dit qu'il y a un troisième locataire de la cellule qu'il partage avec d'autres détenus qui est testé positif au Covid. Je crois que c'est la première phrase qui ouvre cette correspondance. Je voulais juste rappeler que c'est un élément également qu'il faut mettre en relief dans l'analyse de ces faits-là. Je vous le concède, mais dans la technique de la pyramide inversée, il a pris le choix de mettre ça en avant. Mais de mon point de vue, l'information principale n'est pas celle-là, parce que nous tous, on sait très bien que dans le milieu carcéral, il y a plein de cas de et puis la promiscuité, la surpopulation carcérale, c'est un secret de polichinelle. On sait tous que nos prisons sont tous surpeuplées et que les gens vivent quasiment là-bas les uns sur les autres, et nous rappeler ça. Je ne sais pas qu'ils en font super ouvert, mais ils nous disent que beaucoup d'entre nous savaient déjà. Mais pour moi, le vrai problème de fond, c'est qu'on a réussi à donner le coup de pied dans la fourmilière et qu'on dise parce qu'il faut quand même dire avec courageusement qu'en 11 ans, passé à la CRTV, tous les conseils d'administration qui sont venus après lui, tous les audits effectués ont donné quitus à sa gestion. Et on a du mal à rationnellement expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut détenir un monsieur 5 ans sans qu'on ne trouve un mobile exact qui justifie son incarcération. Alors, pour beaucoup, ça ressemble à de la métaphysique et de la pure sorcellerie. Albert Atala, ici en tant que journaliste, qu'est-ce que vous retenez de cette déclaration, de cette correspondance d'Amadou Wamouké? Je rappelle qu'il a été directeur général de la CRTV entre 2005 et 2016. Il est aujourd'hui âgé de 71 ans. Il a été interpellé, détenu depuis le 29 juillet 2016, donc ça fait 5 ans exactement qu'il est donc détenu de ce côté-là. Et selon les organisations de défense des droits de l'homme et même le groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies, il est détenu en dehors de toute base légale et qu'en réalité il devrait avoir recouvert la liberté depuis au moins 1 an. Je voudrais commencer par le dernier point que vous avez évoqué, parce que justement c'est le premier aspect qui a attiré mon attention. Oui. Vous savez que je suis toujours réfractaire à ce qui est des ingérences étrangères dans nos affaires, quelle que soit leur nature. Donc de ce point de vue, quel que soit le groupe des Nations Unies que vous pouvez évoquer, je m'offusque juste par rapport à ça. Je vais rappeler qu'en dehors de ce groupe-là, il y a par exemple Reporters sans frontières qui a indiqué qu'il est détenu de façon illégale et qu'il doit être libéré. Écoutez, nous ne sommes pas dans un délit de presse. Nous ne sommes pas dans un délit de presse pour que Médecins sans frontières puisse justement se fendre, ça nous offusque. Mais en même temps, pour revenir à votre question, ça, c'est la première chose que j'ai reçu mon attention, c'est l'ingérence, c'est l'interpellation de l'ingérence des autres. Et, personnellement, je me suis toujours offusqué à ces genres d'ingérence, quelle que soit la nature de nos problèmes. La deuxième, parce qu'il y a 3 choses qui ont retenu mon attention. Ça, c'est la première. Seconde chose qui a retenu mon attention, je constate justement qu'il peut le plaidoyer d'abord par rapport à ces situations, parce qu'apparemment, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est là-bas. Bon, officiellement, de manière peut-être légale, il est là-bas pour les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire des détournements de deniers publics. Donc nous sommes là en matière criminelle. Donc, je ne sais pas sur le contrôle d'un avocat sur le plateau. Et en filigrane, il met en relief des lenteurs judiciaires. Parce que lorsque vous avez ce 104 renvois, c'est quand même un record au niveau de lenteurs judiciaires. Donc ça, c'est le deuxième point qui attire mon attention. Le troisième point qui attire mon attention, eh bien, c'est la crise sanitaire. Et là, c'est la conséquence de la surpopulation carcérale. Parce que, effectivement, ça devait attirer l'attention. C'est-à-dire que, là, je prends les éléments de langage de l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je crois que ça date de 15-20 ans par là. Je n'ai pas le gamin sur le contrôle d'un avocat. Je me rappelle que pendant cette période, on était dans une campagne de vulgarisation du nouveau code de procédure pénale où nous étions, je crois, au JICAM, et le ministre garde des Sceaux à l'époque avait déclaré qu'avec le nouveau code de procédure pénale, la détention sera l'exception, la liberté, le principe. N'est-ce pas? Et
qu'est-ce qui peut donc expliquer que, en dépit de ce principe-là, on se retrouve avec des phénomènes de surpopulation carcérale dans un contexte de crise sanitaire? Et en plus, vous allez le constater avec moi, dans le contexte de Douala et de Yaoundé, où j'ai eu acheté quelques coups d'œil, notamment du côté de Kenengi, lors, n'est-ce pas, du transport des détenus, j'allais dire des prévenus devant les tribunaux ou à Douala, vous allez constater que, la distanciation physique, c'est pas respecté. Le port du masque, des masques chirurgicaux, c'est pas une réalité pour tous. Alors, ça pose donc un problème dans ce milieu qui constitue, à mon sens, qui peut être un vecteur au niveau de la contamination que nous voulons éviter dans le cadre communautaire. En plus, il faut le dire, il s'agit là d'une bombe à retardement, c'est-à-dire une bombe sanitaire. Donc, je pense que voilà les 3 éléments qui ont particulièrement retenu mon attention. Qu'est-ce qui capte votre attention dans cette correspondance, Maître Augustin Guefak, en tant qu'avocat? En tant qu'avocat, l'économie de cette lettre me fait voir en M. Vamouké un révolté. C'est-à-dire, il a pris sur lui l'engagement de rompre les chaînes. 5 ans de silence pour lui, c'est trop. Il faut que ce soit su, il faut que ce soit dit. Parce qu'il énonce ses douleurs, il indique ses prochaines douleurs, il indique les sanctions et il présente à tout le monde la suite. Le premier réflexe, c'est vous savez, pour un détenu, la plus grande douleur qu'il ressent, c'est le temps d'attente du jugement. C'est le temps, l'attente du jugement. C'est la plus grande douleur. Lui qui a déjà passé 5 ans, il est plus en peine que celui qui est condamné à mort. Il est plus en difficulté que celui qui est condamné à vie. Parce que pendant ces 5 ans, il cogite. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la plus grande douleur, c'est la plus grande torture qu'il subit. La torture psychologique, parce qu'il ne connaît pas sa position. Or, un homme d'action, c'est celui qui connaît sa position. Lui étant un homme d'action, il se pose bien les problèmes. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Il a pris une première résolution, je garde silence. Ça fait 5 ans de silence, il brise le silence. Il dit je parle. Et on sent la révolte, effectivement, dans cette correspondance. Lorsqu'il Duval, je ne parlerai pas de révolte, ce n'est pas un acte spontané. La révolte veut dire c'est spontané. C'est un révolté, c'est-à-dire c'est réfléchi. Il y a de la raison dans ce qu'il fait. Ce n'est pas de la révolte. La révolte veut dire c'est spontané, ça va passer. Non. C'est un processus et il indique. Voyez de quoi je souffre. Premièrement, j'attends. Vous ne me savez même pas pourquoi je suis là. Alors, il s'attaque jusqu'au garde des Sceaux. Il dit, je comprends, en vous disant, ceux qui vont mourir vous saluent. C'est-à-dire, il donne la sentence. Il sait qu'il est déjà mort. Et pour mourir, il le rappelle au garde des Sceaux, malgré ton courage pour me maintenir dans cet état, je sais que je vais mourir, mais je dois vous saluer. Et avant de vous saluer, je vais vous dire comment vous me torturez. 64 renvois, 65, 5 ans d'attente. J'ai battu le record dans le monde. Qu'est-ce que vous attendez? Que dit la loi? Là, il dénonce les violations de la loi. Deuxième, il dit les conditions carcérales. Les conditions carcérales, j'ai suivi l'autre jour. Vous dites que vous avez fait le mieux. Il dit les conditions, nous sommes dans ma cellule 8. Les 3 qui sont à côté de moi sont tous infectés. Celui que vous me renvoyez, il ne va pas me laisser tranquille, naturellement, c'est de l'air. Alors, en plus de 5 ans, l'inhalation coule de source. Vous me préparez pour la mort. Il faut que je vous le dise, je ne dois pas mourir la bouche fermée. Je dois vous dire que je sais, je suis conscient que vous êtes en train de me préparer petitement pour la mort. Et comme vous avez déclaré la guerre, je prends acte. Je récite là, je prends, c'est bon.
je prends acte et je vous dis je suis prêt. Oui. Il vous dit, surtout, il y a surtout cette formule latine et qu'il a utilisée et qui envoyait, n'est-ce pas, à ceux qui vont mourir. Ces gladiateurs qui étaient jetés dans l'arène, dans la Rome antique. La Rome antique, oui. Alors, je disais tantôt que il enchaîne en disant j'ai pris acte et je vais à partir de ce jour moi-même fournir mes armes pour lutter. Je vous dis, je conteste votre argument selon lequel vous dites que vous avez fait le mieux. Et moi, en tant qu'avocat, j'estime que le garde des Sceaux, le mieux, c'est exagéré. Le copanéliste a dit, depuis l'avènement du Code de procédure pénale, tout le monde sait que la détention, c'est l'exception. Je vais vous dire quelque chose. En 2015, le même garde des Sceaux a réuni les 10 présidents des cours d'appel pour décongestionner les prisons. Ils ont initié, adopté par notre Assemblée nationale, ce que nous appelons les peines alternatives pour vider les prisons. Ça, c'était la deuxième solution. La première solution, c'était construire de nouvelles prisons. Or, depuis 2015 à ce jour, aucune nouvelle prison n'est ouverte. Les peines alternatives ont été votées par l'Assemblée nationale. Il manque une chose, un décret. Je ne sais pas si le décret ce sera signé par le président de la République ou le ministre. Or, si ce décret est signé, les prisons seront éminemment vidées. Donc, je pense que le qualificatif du ministre qui dit qu'ils font au mieux, non, ils n'ont pas la volonté de libérer. D'ailleurs, qu'est-ce qui de façon visuelle a été fait? Et vous comprendrez même avec le Premier ministre qui a instruit au garde des Sceaux de travailler davantage pour alléger ces conditions draconiennes en prison. Donc le Premier ministre, il le sait. Il sait que l'essentiel n'a pas été fait. Florent Couture, est-ce que vous pensez que le cas de Vamoké est un cas particulier au regard des caractéristiques qu'on a données concernant sa procédure, son procès, ou vous estimez que c'est un cas emblématique, en tout cas une situation qui rappelle beaucoup d'autres situations semblables que des Camerounais, des citoyens vivent au quotidien dans ces pénitenciers, qui restent là des années sans jugement, on ne sait pas exactement ce qu'on leur reproche, alors que pour certains, ils ont même pratiquement déjà dépassé le temps de détention par rapport à l'infraction présumée qui leur sont reprochées. En effet, je dois dire ici que le cas de l'ex-directeur général de la CRTV, Amadou Vamolke, n'est pas un cas d'école au Cameroun. Donc, c'est une situation qui nous rappelle que notre pays, la justice de notre pays va très mal. Elle est prise en otage par le pouvoir exécutif, parce que quand vous lisez la lettre d'Amadou Vamolke qui m'a affligé, vous comprenez très exactement qu'il indexe directement le ministre garde des Sceaux. On dirait qu'il a un problème particulier avec ce dernier, mais lorsqu'on connaît le poids du ministre garde des Sceaux, qui est quand même celui qui dirige la politique pénale de notre pays, son poids dans la justice et dans le déroulement de la procédure, évidemment on peut bien comprendre que ce dernier est pour quelque chose, n'est-ce pas, dans cette affaire-là. Et puis, je pense que Maître l'a dit tout à l'heure et les autres co-panélistes, la détention de M. Amadou Vamolke n'a aucune base légale. Parce que quand vous regardez, par exemple, vous lisez le Code de procédure pénale du Cameroun, en son article 221, vous comprenez que en réalité, on est le délai de la durée d'une détention provisoire a largement expiré. Parce que la durée d'une détention provisoire, selon le dit article, ne doit pas excéder une période de 6 mois. Mais elle peut être prorogée de 12 mois lorsqu'il s'agit d'un crime et de 6 mois lorsqu'il s'agit d'un délit. Mais là, on parle de 5 ans de détention provisoire avec 65 renvois. Donc, on a l'impression que
il n'y a rien qu'on reproche à Amadou Vamolke, ou du moins on a du mal à trouver des je voudrais rappeler que ce que vous dites a été repris par Reporters sans frontières, qui estime que le REDAC il est également détenu en dehors de toute base légale et que tout simplement il devrait être mis en liberté. J'ai rappelé tout à l'heure le groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies qui a également demandé sa libération. On se souvient également que l'année dernière, à peu près à la même période, il y avait des organisations internationales, même si Abel Anatola ici semble ne pas être d'accord, qui avaient indiqué qu'avec le contexte de Covid, il fallait mettre en place des mécanismes pour décongestionner les prisons et éviter effectivement que cette maladie ne se propage à l'intérieur de la prison, hein, même si Guy Hervé Fongan estime que le Covid n'est qu'un prétexte et que le véritable problème se situe ailleurs. Oui, parce que moi je suis quand même c'est une posture très inconfortable de commenter une situation qui est encore pendante comme celle-là, parce que ça, c'est un véritable cas d'école et on fait bien d'évoquer ici dans les éléments de langage le fait qu'ils soient révoltés. Parce que les gens qui n'ont pas la mémoire courte se souviennent quand même que quand Amadou Vamolke arrive à la CIAR TV comme directeur général, il trouvait déjà son salaire indécent et il avait demandé qu'on divise son salaire par 4. Parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse donner autant d'argent, parce qu'il part de l'imprimerie nationale, ou démission, parce qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour travailler, et il va à la CITABAC rejoindre James Onobiono, et il part de la CITABAC pour la CIAR TV. Et quand il y arrive, il estime que son salaire est indécent, au regard de la qualité de vie des populations, de misérabilisme dans lequel vivent les gens. Est-ce qu'on ne peut pas payer un tel salaire à un directeur général? Il estime que son salaire doit être divisé par 4. Et quand on observe tout ça, et à côté de ça, quand vous mettez ensemble le fait qu'il y a eu plusieurs conseils d'administration qui ont siégé, de l'époque où il était directeur général pendant 11 ans, et qui ont acquiescé sa gestion pendant les 11 ans. Plusieurs conseils d'administration ont dit que sa gestion était clean. Donc on lui reprochait manifestement rien de concret. Donc elle se retrouve dans ces situations, mais il y a de quoi, aujourd'hui il a 71 ans, donc ce n'est pas drôle à cet âge-là d'être torturé à ce point. Donc ce qu'on demande, notre justice, la justice dans tous les pays civilisés du monde est un de baromètres à travers lesquels on apprécie l'avancée de la démocratie. Si vous êtes coupable, qu'on vous condamne. Si vous êtes innocent, qu'on vous libère. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a l'impression qu'on est là en plein vaudou, en plein métaphysique. C'est complètement irrationnel. Parce que c'est dans notre système judiciaire qu'on a inventé comme infraction ce qu'ils ont appelé la complicité intellectuelle. C'est dans notre système judiciaire qu'on arrête les gens et on cherche les preuves après. Vous avez plein de gens comme ça avec l'opération Épervier, quelqu'un a été interpellé et c'est après qu'on a commencé à chercher les preuves. Donc toute cette manière de fonctionner n'est pas de nature à donner raison au président lui-même, qui avait dit il y a quelques années qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Bon, un des baromètres les plus éloquents d'appréciation du degré de notre démocratie, c'est notre justice. Et ça donne seulement raison à ceux qui pensent qu'on est dans un système où le judiciaire et l'exécutif, et même le législatif, entretiennent des rapports incestueux. Sinon, on ne peut pas expliquer aux étudiants en droit que pendant 5 ans, on n'avait pas trouvé des mobiles pour lesquels on a incarcéré quelqu'un. Comment expliquer à des gens de première année qui entrent à l'université? Comment on dit à des gens de licence qu'on arrête quelqu'un, on cherche les preuves après? Tout ceci n'honore pas notre jeune démocratie et il n'est pas de nature et ça oblige, contrairement à ce que Haïti pense, ça oblige nos partenaires internationaux à avoir un regard braqué sur le Cameroun. Quel est ce pays où on a l'impression qu'on est en plein vaudou, où rien n'est normal, c'est totalement irrationnel. Et ils sont obligés de regarder notre manière de faire et d'agir et de temps en temps nous donner des leçons parce que nos propres lois, on a du mal à les appliquer. J'aime souvent dire que le Cameroun c'est un paradis dans ses textes et un enfer dans ses applications. Je voudrais préciser, il est important peut-être de rappeler cela et je passe sous le contrôle du maître Augustin Gueffa, que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire le procès d'Amadou Vamolke, de nous intéresser à ce qui lui
reproché ou pas, est-ce qu'il est coupable ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a la justice qui doit faire ce travail-là et à la fin dire si effectivement il est coupable des faits qui lui sont reprochés ou pas. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le sens de ce cri de détresse. Il dit qu'il est détenu depuis 5 ans et que son procès a été renvoyé 64 fois. 105 fois. Et je crois que ça nous interpelle parce qu'en tant que potentiel justiciable, en tant que citoyen et dans un état de droit, il faudrait quand même qu'on se demande si ce qui lui arrive là est normal, parce que cela pourrait nous arriver à nous aussi. Hein, absolument. Absolument. Oui. Non, je voudrais rassurer mon jeune confrère Hervé, pour lui faire comprendre que ce n'est pas les institutions internationales ou Reporters sans frontières qui doivent venir jouer les censeurs sur les institutions camerounaises, et moi je m'offusque de cela. Vous connaissez mes postures. De ce point de vue, je ne voudrais pas dire que nous avons un système judiciaire qui est très harmonieux, qui est parfait, qui n'est pas faillible. Non. Tout à l'heure, j'ai convoqué, n'est-ce pas, les lenteurs judiciaires et la surpopulation carcérale qui en sont les principaux vecteurs. Maintenant, vous avez également un système judiciaire qui est sous pression, ça il faut le dire. Je ne sais pas si le contenu d'avocat, c'est-à-dire que nous avons un système judiciaire qui est sous pression de l'exécutif, sous pression du législatif, sous pression des réseaux, des lobbies, parce que ça fonctionne comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la première, nous soulevons des multiples renvois qui ont été faits, ça pose un problème parce que qu'est-ce qui motive ces différents renvois? Parce que généralement, lorsque un juge renvoie une affaire, il motive. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès justement au registre audiencier. Au registre audiencier pour savoir quels sont les motifs des différents renvois. Mais ceci dit, il faut quand même se dire des choses. Je ne sais pas si M. Amadou Vamouké s'est adressé à la bonne personne, parce que nous savons également que M. Lorenzo, c'est un exécutant. Et ce n'est pas lui qui pilote en tant que tel, justement, l'opération Épervier. Ça, il faut le dire. Il faut quand même que cela soit dit aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que nous savons que c'est la prudence du pilote. Il s'est adressé à la voix la plus autorisée. Je ne voudrais pas dire ministre de la Justice. Mais je ne voudrais pas quand même pas le dédouaner. Ministre de la Justice. Non, il faut que ce soit clair. Il faut quand même dire, il faut qu'on parle, qu'on s'explique comme les journalistes. Donc, il n'en est pas pour autant pas comptable. Il ne peut ne pas être comptable pour autant. Donc, je veux dire que le problème de fond. Donc, vous semblez dire donc peut-être qu'il s'adresse à qui de droit en passant par le ministre de la Justice. Voilà, parce qu'il y a une hiérarchie, M. Ajavamouké connaît bien ce qu'on appelle la hiérarchie au niveau de l'administration. Mais de ce point de vue-là, vous risquez de rejoindre Florent tout à l'heure qui indiquait, ah oui, c'est vrai que vous l'avez souligné également à filigrane, qui a comme une sorte de phagocytose du judiciaire par le pouvoir exécutif. Tout à l'heure, j'évoquais que justement le système judiciaire camerounais dans son ensemble est sous pression. C'est sous pression de l'exécutif, du législatif et des autres pouvoirs financiers, politiques, ce que vous voulez. Mais en dehors des autres métastases qui viennent de l'extérieur, que moi je n'apprécie pas beaucoup, parce que moi je ne suis pas un partisan du droit d'inquisition. Moi ça m'énerve cette affaire des droits d'inquisition. Bon, maintenant, pour revenir à l'essentiel, M. Vamouké par contre soulève des problématiques importantes qui touchent même les citoyens lambda. C'est-à-dire, premièrement, les conditions de détention. Secondo, les lenteurs judiciaires. Tertio, la surpopulation carcérale qui est la conséquence des lenteurs judiciaires. Donc, je pense que de ce point de vue, là, le garde des Sceaux doit pouvoir régler cette question-là à travers des engagements qu'il a pris de manière solennelle devant justement le personnel judiciaire. Maître Augustin Greffac, c'est vrai qu'Albert... Il y a deux observations à faire relativement aux déclarations de mes deux copanélistes. En face, je commence par Anatole. Anatole, je pense que le chauvinisme à rebours ne doit pas nous amener à nous débiner de nos engagements. C'est nous qui avons signé les conventions. On les a ratifiées. Nous les avons ratifiées, qui sont publiques volontairement et qui s'imposent à nous. Que ça nous énerve, le Cameroun ne peut pas s'isoler, vivre en monadologie. Non. Nous devons accepter. Lorsque nous avons accepté d'intégrer la mondialisation, nous devons prendre avec le pour et le contre. Donc, si les décisions viennent du haut, nous devons supporter. Nous avons ratifié. Dessus,
Le problème qui est posé, en réalité, c'est celui de la tricherie avec la loi. Et là, j'en viens à Florent. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'information judiciaire, dans le dossier M. Vamoulke, dont l'article 221 ne s'applique plus. Nous sommes dans le cadre du jugement au fond. Et ça pose un seul problème. Le délai raisonnable pour juger un présumé innocent. Parce que jusqu'à l'heure, au moment où nous parlons, M. Vamoulke n'a rien fait, dit la loi, parce qu'il est présumé innocent. Pourquoi donc dans un délai raisonnable que nous retrouvons dans toutes les conventions, que ce soit les instruments internationaux, les instruments nationaux, tout dit que tout citoyen a droit à une justice équitable. Oui, c'est la déclaration. Oui. Non, la déclaration universelle des droits de l'homme, entre autres, qui indique que tout individu qui est accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès juste et équitable dans le strict respect de la Notre code pénal le dit. Et le reprend. Notre code de procédure pénale le dit. Toutes les conventions ratifiées le disent. Nous ne pouvons pas être autistes là-dessus. Nous ne pouvons pas être aveugles. Alors, quelle est cette tricherie? Parce que le jeu se trouve là. Lorsqu'on est dans une procédure au fond, il n'y a pas de délai pour qu'il soit jugé. La loi ne donne pas une date limite. C'est pourquoi on pose le problème de délai raisonnable. Quel est le délai raisonnable? Voyez-vous, pour quelqu'un que la loi a prévu, si vous bousculez cette bouteille, vous troublez l'ordre public, vous avez droit à 6 mois en prison ferme. Mais pas des techniques de tricherie avec la loi. On le prend, on le garde en prison, il passe 2 ans sans être jugé. Alors, le jour où il va juger, s'il est coupable, admettons qu'il vienne à l'audience, arrogamment il dit « je reconnais les faits ». Que doit dire le juge en dehors de dire « je te condamne à 6 mois ». Alors, vous l'aurez maintenu en prison 1 an, 6 mois, pour rien. Dans le délai raisonnable, il devait être jugé. C'est-à-dire, dans le délai de la loi, il devait être jugé. Alors, mais est-ce que M. Vamoulke est déjà condamné? Pourquoi il purge déjà une peine de plus de 5 ans sans connaître son sort? C'est irrationnel. Pourquoi on veut le tuer de cette façon? C'est le problème qu'il pose. Alors, Florent Couteau, de toute évidence, la correspondance d'Amadou Vamoulke est une sorte de procès de la justice camerounaise. Absolument. Et on ne doit pas omettre, n'est-ce pas, de l'opportunité. On ne doit pas manquer d'analyser l'opportunité de la sortie de l'ex-directeur général de la CRTV. Il vous souvient que actuellement, son prédécesseur est dans une situation sanitaire très critique. D'aucuns ont même annoncé sa mort alors que ce n'est pas encore le cas. Et il court des bruits qu'il a bénéficié du chef de l'État une grâce présidentielle. Alors, je pense que son prédécesseur, je vais dire Amadou Vamoulke, s'est posé la question de savoir, mais voilà quelqu'un qui a été inculpé pour quasiment les mêmes problèmes, pour les mêmes accusations que moi, et il a été bon, disons que pour la grâce présidentielle, rien n'est établi. Absolument, il n'y a aucune note. Il n'y a aucune note, mais il a été évacué. Il est actuellement en train de recevoir des soins de santé. Oui. Et il se trouve également que l'ex-directeur général est pris en charge par le cabinet civil depuis 2 ans. Oui. 2 ans, il est pris en charge. Toutes ces expenses sont payées par le cabinet civil depuis 2 ans. Oui. Alors, même au-delà du cas Vamoulke, je crois que hier sur ce plateau, c'est Foti Zodjou qui évoquait également une situation semblable avec Paul Tuta, oui. Un autre citoyen qui est détenu depuis plusieurs mois maintenant et qui est toujours sans jugement. Donc, au finish, c'est une question qui préoccupe et qu'il faut fondamentalement adresser.
Justement, c'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, j'ai indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'école, d'un cas isolé, mais d'une situation régulière de à notre justice et qu'on condamne. C'est la raison pour laquelle nous, au PCRN, nous voulons, n'est-ce pas, humaniser la justice camerounaise et en cela débarrasser, n'est-ce pas, cette justice de tout ce qui peut l'encombrer et l'empêcher de pouvoir être véritablement au service du peuple. Et ces choses qui embarrassent, qui comblent la justice, c'est quoi de votre point de vue? Oui, tout à l'heure, mon voisin de droite a parlé des lenteurs. Il y a des lenteurs, mais moi, je pointe surtout, n'est-ce pas, le fait que la justice camerounaise soit prise en otage, notamment par le pouvoir exécutif, mais surtout par certains barons du régime. Le cas Paul Chouta en Guillon, qui, n'est-ce pas, a porté plainte contre Paul Chouta, n'est-ce pas, cette personnalité de la société camerounaise, n'est-ce pas, sa posture indique clairement que la condamnation de l'incarcération de Paul Chouta échappe, n'est-ce pas, à toute raison, n'est-ce pas, de droit. C'est pas pareil. Si, monsieur. Alors, on va revenir sur cette question-là, parce qu'effectivement, on a entendu beaucoup de choses autour de cette affaire Paul Chouta. Il y a d'ailleurs une sortie du collectif de ces avocats qui ont repris une déclaration que Calix Béala, pour ne pas la nommer, a faite sur une chaîne étrangère il y a quelques jours. On revient là-dessus. Dans la deuxième partie d'Equinox ce soir, ce sera le débrief. Mais avant cela, il y a le journal de 20h. Et tout de suite, nous allons retrouver Julien Berthe Bissaï pour la vitrine du 20h ce soir. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir, Duval Francois. Bonsoir, aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et au menu de votre journal ce soir? Et au menu du 20h, nous parlerons de Laurent Gbagbo et de Charles Pégué sur Tongolère. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale vient de confirmer leur acquittement du 28 janvier 2018. Voilà, ce sera donc les grandes articulations du journal de 20h tout à l'heure. On vous retrouve dans quelques minutes, Julien Berthe Bissaï, pour donc cette grande édition du soir. Et juste derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Et on retrouvera donc nos invités sur le plateau d'Equinox ce soir. Express Exchange is 20 years